Merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV et bienvenue dans votre émission Les Grands Jurys. Ce soir, les Grands Jurys reçoivent M. Draman Diarra, juriste ancien magistrat. M. Diarra comparaît pour la troisième fois devant le Grand Jury. M. Diarra, merci de cette comparution devant les Grands Jurys. Bonsoir, tout le plaisir est pour moi de me trouver ici en votre compagnie. Je rappelle que vous êtes fraîchement auteur de ce livre intitulé Leçons de démocratie et de déontologie au temple de la discipline. C'est bien ça le titre de votre nouveau livre? Exactement. Avec moi pour vous interroger, Abdraman Keïta, il est directeur des publications du journal Le Témoin. Bonsoir Abdraman. Oui, bonsoir. Eladjo Shana Takiou, Eladjo Shana, vous êtes directeur de publication du journal Le 22 septembre. Bonsoir Eladj. Bonsoir Barou. Et je suis Oumar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Monsieur Diarra, votre observation sur la composition du jury? Pas d'objection. Pas d'objection A priori. Oui. Abdraman, nous avons M. Diarra. Bon, M. Diarra, c'est toujours un grand plaisir de le recevoir ici, puisqu'on ne finit jamais de le révéler au public. Aujourd'hui, il vient avec un manteau différent de celui par lequel on l'avait connu jadis. C'est le manteau d'écrivain. J'avoue que moi, je n'ai pas été vraiment très au courant de ce nouveau manteau-là qui le caractérise présentement. Mais je pense qu'il est là et on va vraiment décortiquer. Et je suppose que le contenu du livre vraiment a trait à son riche parcours qu'il a eu à connaître en tant que magistrat et a trait également aux épisodes et tribulations que son parcours a eu à subir ces derniers temps. Nous ne serons pas dépaysés et nous espérons aussi que le public sera très bien édifié de ce dont il s'agit. Eladji Shana Takiou, Abdraman Diarra, quand on a Abdraman Diarra devant nous, qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, c'est un jeune courageux, souvent plein de contradictions. Aujourd'hui, il nous vient avec un autre visage, celui d'un écrivain, où il s'érige en donneur de leçons, sinon professeur, pour dire à ceux qui semblent pratiquer une certaine discipline, voilà des leçons de démocratie qu'il voudrait aujourd'hui enseigner à certains. C'est vrai, il est auteur. Je viens sur ce plateau sans avoir connaissance du livre, mais le titre en dit long, connaissant l'homme, connaissant son parcours, connaissant les péripéties de la situation qui fait qu'il n'est plus magistrat. Nous avons déjà une idée de ce qu'il voudrait dire et de la situation. Je pense que nous aurons un débat civilisé, courtois, et nous allons le juger sur pièce. Monsieur Diarra, déjà, je vous présentais tout à l'heure comme étant un ancien magistrat. Comment vous vivez déjà votre radiation des rangs de la magistrature? Encore, je vous remercie. D'abord, pour dire à Chana qu'après 50 ans, vous n'êtes plus jeune, je ne suis pas jeune, comme il le prétend. Je pense que quand j'étais en terminale, en 90-91, lui doit s'imaginer où il était. Donc, ces sobriquets ne me vont plus. Je pense que je ne suis pas jeune. Je peux te dire jeune parce que j'estime que je suis plus âgé que toi. Dire également, non, ces sobriquets ne me vont plus. Dire également que je suis ancien magistrat. Oui. La procédure suit son cours. D'accord. Donc, on est certes dans une incertitude juridique,
mais rien n'est consommé. D'accord. Donc, Ce qui est bien clarifié. Ça, c'est très clair. Oui. Je ne vis pas mal ces instants. C'est vrai que j'ai été l'objet de révocations suivant une procédure totalement illégale par un organe irrégulier. C'est pourquoi la procédure est en cours. Oui. Si vous avez un peu suivi, parce que moi j'ai publié tout par rapport à ces procédures-là, les populations ont droit à l'information. Oui. J'essaie de satisfaire ce besoin-là. Donc, vous avez dû voir sur mes réseaux les recours graciés, les recours administratifs que j'ai exercés au regard de l'auteur de l'acte de révocation, le décret, le président de la transition. Et aussi, en novembre dernier, j'ai exercé les recours qui sied à cette procédure-là devant la section administrative de la Cour suprême. Et c'est ce qui est indiqué dans la loi. Donc, vous comprenez déjà par là que avant même une décision définitive, pourquoi un décret est intervenu pour constater la première décision pourtant exposée aux voies de recours. Donc, ça, c'est un aspect qui doit être connu. Donc, ça voudrait dire tout simplement qu'il y a eu un décret hâtif. Et pourquoi un décret est intervenu avant même une décision définitive? Allez savoir. Sauf dans ce décret, on vous laisse avec votre droit de bénéficier de votre pension de retraite. Si on peut parler d'une mesure, d'un geste de clémence de la part. C'est un droit. D'un geste de clémence de la part du président de la transition à ce niveau. Allez-y. Non. Et il faut qu'on vous explique ce que c'est que le décret du président, normalement du président de la République. Oui. C'est un décret qui constate une décision du Conseil supérieur de la magistrature à travers sa formation disciplinaire. Donc, le décret ne fait que constater la décision du Conseil supérieur. Et quand même, la révocation, c'est la sanction la plus grave. Hein? C'est la sanction la plus grave. On ne peut pas parler de clémence à ce niveau, parce qu'il y a même disproportionnalité entre des faits qui sont d'ailleurs des faits qui ne sont pas avérés. C'est des faits qui ne tiennent pas. Et donc, il y a eu cette décision et ces faits qu'ils ont allégués sont des faits d'ordre disciplinaire, alors que les fautes professionnelles sont plus graves que les fautes disciplinaires. Donc, par rapport à ces faits, on ne peut pas parler de clémence. D'accord. On peut parler plutôt d'acharnement, de conspiration, donc, qui ont présidé à cette décision. Abdraman a certainement une question sur ce point. Votre recours gracieux, à ce que je sache, les recours gracieux sont adressés au président même. Absolument. Ouais. Est-ce qu'il ne tient pas d'un paradoxe que d'adresser un recours gracieux à une autorité dont vous ne reconnaissez pas la validité? Vous avez toujours défendu que le président de la transition, et peut-être beaucoup de gens aussi sont d'ailleurs abondent dans le même sens que vous, n'est pas un président de la République et ne saurait à ce titre être le président, le chef suprême de la magistrature, le président du moins du Conseil supérieur de la magistrature. Vous ne trouvez pas un paradoxe que de recourir à la même personne pour un recours gracieux? Ce n'est pas un paradoxe. Déjà, le Conseil de discipline, la formation disciplinaire qui a pris cette décision à mon encontre est une formation irrégulière. Pourtant, j'y suis allé. J'y suis allé pour faire prévaloir des arguments de droit. Déjà, d'abord, par rapport à son irrégularité. C'est la même chose que par rapport au président donc, de la transition, pour lui rappeler que son décret est même par nature d'abord, c'est un décret irrégulier. Puisque la loi est très claire. Pour ce qui concerne un magistrat, lorsque
la décision prise à l'encontre du magistrat n'est pas de premier degré, que ce soit deuxième ou troisième degré, c'est constaté par un décret du président de la République. C'est déjà pour dire au président de la transition. Vous pas le titre du président de la République. Vous avez signé, c'est pas un titre, hein. Le président de la République. La fonction, hein. Pas aussi la fonction. Ce n'est pas seulement ça. C'est pourquoi les gens se trompent. Le président de la République, et vous savez qu'on parle de souveraineté nationale. Ouais. La souveraineté nationale appartient au peuple tout entier. Qui n'exprime pas le suffrage. Une partie du peuple n'est pas habilitée à revendiquer cela. Ouais. Un individu n'est encore moins. Mais le président de la République, pourquoi? Parce que par la voie de l'élection, le peuple transfère sa souveraineté au président de la République. Donc ce n'est pas seulement une question de titre ou de fonction, c'est une question de souveraineté. Donc à travers cela, vous comprenez que la Constitution elle-même définit clairement qui est président de la République. Et qui est président du Conseil supérieur de la magistrature aussi. Exactement, parce que la qualité maintenant de président du Conseil supérieur de la magistrature dérive de président de la République. D'accord. Donc, c'était déjà oui. Pour dire au président de la transition, vous avez pris un décret qui par nature est un décret qui est illégal. En dehors déjà du fait que ce premier décret, parce qu'il y a eu 2 décrets me concernant, 2 décrets de révocation pour la même personne. Ceci a besoin d'explication. Lorsque le 3 octobre, il y a eu ces 2 décrets, les 0578 concernant mon collègue Cheikh Mohamed Chérif Koné et les 0579 me concernant, c'était le 3 octobre. Et le lendemain, on a découvert ces décrets-là sur les réseaux sociaux. Et on a observé que, en ce qui me concerne, le décret s'adossait sur une prétendue décision du Conseil supérieur numéro 011, en fait, qui s'est révélé n'avoir jamais existé. Donc c'était une pure invention. Oui. Et c'est pourquoi j'ai laissé le temps pour qu'on puisse me notifier au moins, parce que c'est un acte individuel qui doit être notifié. L'acte ne m'étant pas notifié, le 25 octobre, j'ai exercé un premier recours gracieux déjà par rapport à ce décret, pour dire que ce décret s'adosse à la Constitution et à la loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature, et enfin, pas enfin, mais ensuite, à la loi portant statut de la magistrature et à cette décision inconnue 011 du 19 septembre 2023 me concernant. Et que le décret viole les textes auxquels il s'adosse. Okay. Et la Constitution et la loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature. In fine, il y a eu un autre décret de rectification. Donc quand j'ai dit cela, que ajouter à sa nature illégale que le président de la transition devrait rétracter purement et simplement ce décret-là pour son illégalité. Mais au lieu de rétracter, parce qu'en ce moment, lorsque vous prenez à l'encontre de l'administré un acte qui se révèle illégal, l'administré vous demande de rétracter, vous devez purement et simplement rétracter, c'est ce qu'on appelle la compétence liée. Ils n'ont pas rétracté. Le président de la transition a plutôt pris un autre décret, cette fois-ci qui daterait du 16 octobre, un décret qui ne rétracte pas le premier, mais qui l'abroge, mais avec effet rétroactif à la date du 3, ce qui est aussi impossible. En matière de allez-y, Chana. Monsieur Diarra, avec vos explications techniques, votre analyse juridique, vous voulez simplement dire qu'un putschiste ne peut pas être président de la République. C'est ce que votre analyse veut nous dire de façon très claire. Un putschiste n'est pas président de la République. 1. 2. Le putschiste investi, chef de l'État, président de la transition, a prêté serment devant la haute juridiction. Est-ce que ce n'est pas la faute de vous, le juge, qui, malgré que le putsch soit un crime imprescriptible, ont accepté l'investir comme chef de l'État, bien sûr, président de la transition, et par spéculation,
certains le considèrent comme président de la République. Non. C'est là où il y a le débat. La spéculation ne peut pas marcher. Vous-même, vous dites spéculation. La spéculation en matière de droit, ça ne prospère pas. Parce que vous les juges, Écoutez-moi, parce que vous les juges, vous avez spéculé pour accepter qu'il soit investi chef de l'État, président de la transition, et vous n'avez pas fait la poursuite correcte qui est le crime prescriptible. Oui, Chana, ce qui est Donc, constant, la c'est faute- que le non. président de la transition ne porte pas le titre du président de la République. Non. De Ce la qui est même officiel. manière, Oui, j'ai dit, mais les prérogatives. non. est-ce que vous pouvez oser dire au président de la transition, président de la République? Personne ne l'appelle. Est-ce Personne que ne vous l'appelle pouvez comme ça. oser le dire, vous? bon, il en a des prérogatives. Non. Il exerce les prérogatives du Pas président de la du tout. République. Pas du tout. Monsieur, Il exerce. Ok, Mais- il mais va c'est- répondre à la Il nomme les question. ambassadeurs, tout ce que la Constitution Oui. donne comme prérogative au président de la République, il l'exerce de plein droit. Alors, on peut le qualificatif C'est par extrapolation. Sinon, dans l'exercice, Oui. il est président de la République. Dans ok. l'exercice du pouvoir, bien sûr. c'est ça le chef de l'État. C'est ça justement le chef de l'État. Ça aussi, c'est le président de la Qui République. représente l'État. On dit, la loi dit que le président de la République est le chef de l'État. On peut devenir chef de l'État par la force, mais pas président de la République par la force. Ouais. C'est pas possible. Bon, cela dit, C'est maintenant, réglé chez nous. Diarra, vous semblez dire que la procédure Non, ce qu'il veut La dire. procédure suit son cours. La procédure suit son cours. Donc, pour vous, jusqu'à présent, vous n'êtes pas radié de la magistrature. Est-ce que depuis ce décret, ce fameux décret, est-ce que vous recevez vos salaires? Pas du tout. Depuis le mois d'octobre, depuis le mois de septembre, le salaire du mois de septembre, nous ne percevons pas les salaires à partir du mois d'octobre. Octobre, novembre, décembre, janvier et février maintenant. Donc, tout cela également relève quand même de l'abus. Parce que, vous savez, j'ai pris des précautions. Hein. J'ai envoyé, si c'était dans la légalité, je n'ai rien à perdre aujourd'hui de quitter la magistrature et de faire autre chose. Rien à perdre. Vous pouvez être avocat, non? Vous avez Pas plus seulement de- avocat. En tout cas, je suis compétent pour beaucoup de choses. Hein, je peux faire beaucoup de choses. Mais j'ai demandé à la caisse malienne de sécurité sociale. Moi, je leur ai envoyé même le décret parce que même en étant illégal, ils devraient l'exécuter. Quitte à ce que les choses se remettent en ordre Plus tard. après. Mais ils devraient l'exécuter. Quand on a envoyé le premier décret à leur niveau, il y a eu un second décret de révocation. J'ai donc écrit pour renvoyer cet autre décret. À la CMSS. Ah, oui, bien sûr. Donc, En les indiquant quoi? En leur disant quoi? de liquider ma pension. Parce que c'est ce qui sied. Je leur ai renvoyé ça. Et il se trouve que ce qui est ahurissant, c'est que nos salaires sont toujours traités par le budget. Mais Ça ne vous revient pas. apparemment, voilà, justement, le problème sera au niveau donc du bureau central de la solde. Et parce que là également, j'ai fait des sommations interpellatives à ce niveau-là. Donc pour savoir que au niveau du bureau central de la solde, quelqu'un aurait pris une décision là-bas. Parce que Est-ce qu'on reverse l'argent au trésor? le chef de ce Ça service, retourne. Est-ce que moi ça je ne sais retourne? pas. Ça, ce qui m'importe, Oui. c'est que j'ai les documents par rapport à tout ça maintenant. Et vous ne lâchez rien. Absolument. Oui. Moi, c'est ce que je vous ai dit. J'ai l'habitude de vous dire ici qu'un magistrat, c'est la loi. Si vous œuvrez en dehors de la loi, tant pis pour vous. Et comment vous entretenez votre modeste famille depuis octobre jusqu'à nos jours? Alors, je n'ai pas à vous dire comment j'entretiens ma famille. D'accord. Vous me voyez bien portant et je n'ai pas l'air de souffrir. Grâce à Dieu. D'accord. Autrement, pour sortir de cette Vous n'êtes pas, thématique. pas seul. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes avec votre ami Cheikh Chérif Koné, qui a connu le même sort que vous. Oui. Aujourd'hui, vous êtes également camarade de la référence syndicale. Quel est le sort de la référence syndicale au moment où vous n'exercez plus cette magistrature? Ce syndicat a disparu ou bien il continue d'exister et d'être animé par qui? Mais je pense que vous continuez de voir par moment des écrits du président de la référence syndicale. Donc, comme je vous l'ai dit,
cette période-là s'appelle la période d'incertitude juridique, mais rien n'est définitivement acquis pendant ce temps-là. Voilà. Donc, principalement, vous accusez qui? Pardonnez, Chana, s'il te plaît. Bon, vous, le pays vient de connaître une nouvelle mutation qui a consisté à quitter la CEDEAO. Alors que la CEDEAO constitue un de vos recours pour avoir droit, pour vous rétablir dans vos droits. Et quelles sont selon vous les implications juridiques de cette mesure-là sur le citoyen, vous en tant que magistrat? Je ne suis pas à l'aise pour parler d'autres aspects qui ne concernent pas directement mon livre. Cependant, je vais vous dire, en tant que quand même panafricaniste, en tant que membre d'un État leader du processus d'intégration et d'unité du continent, le Mali, depuis toujours, depuis des temps immémoriaux, assure le leadership de cette question-là, l'intégration et l'unité du continent. Donc les gens, en parlant de cela, évoquent souvent les dispositions constitutionnelles. Mais si vous voyez une telle question inscrite dans la Constitution, c'est que c'est foncièrement ancré dans la population de l'État en question. C'est le cas du Mali. Nous sommes un pays d'immigration. C'est-à-dire que les Maliens... Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit des implications juridiques, mais y compris sur vous, puisque la CEDEAO fait partie de vos recours. Sur l'avenir de vos... Vous-même, de vos... Vous savez tout simplement que sortir de la CEDEAO, vous avez eu l'occasion de suffisamment savoir que l'article 91 du traité révisé de la CEDEAO, qui est une émanation même de la Convention de Vienne sur les traités, ne permet pas à un État de quitter la CEDEAO sans délai. Donc il y a une période probatoire. Donc vous continuez encore à espérer que vos recours au niveau de la CEDEAO espérer ou pas prospèrent. Écoutez, il n'y a pas que la CEDEAO sur le plan international par rapport à ces questions-là. D'accord. Donc CEDEAO ou pas CEDEAO, il y a d'autres instances qui règlent ces questions. Chana, pour sortir de cette thématique. Bon, pour sortir de cette thématique, je me rends compte que vraiment Diarra, il tient coûte que coûte, il veut aller jusqu'au bout. Qui, selon vous, parce que à vous entendre, la procédure a été viciée, violée, et rien n'a été expliqué en termes de droit. Est-ce le ministre de la Justice qui est responsable de cette situation, ou bien ce sont certains collègues magistrats? C'est à tous les niveaux. Je vais vous dire pourquoi. Je vous ai dit, en matière de discipline des magistrats, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Le ministre en saisissant le Conseil supérieur, qui est illégalement présidé par le président de la transition, qui est chef de l'État, qui n'est pas président de la République, déjà, à la porte d'entrée, la procédure est vicieuse. Il n'est pas président de la République, il n'est pas président du Conseil supérieur de la magistrature, il ne peut pas mettre en action une procédure disciplinaire. 1. 2. L'article 76 de la loi portant statut des magistrats est très clair. Et vous savez, ceux qui nous ont d'ailleurs reproché devoir de réserve, ça se dit des magistrats qui exercent des fonctions judiciaires. C'est soit magistrat du siège ou magistrat du parquet. Et c'est par rapport à des dossiers. Gens qui sont chargés d'assurer l'impartialité des juridictions par rapport aux décisions. Moi, je ne suis pas dans une juridiction. Je suis au niveau de l'administration. L'administration centrale. Encore moins shérif, qui n'est nulle part. Ouais, qui n'est pas redéployé. Qui est chez lui. Qui flotte. Donc cet article dit clairement que la formation disciplinaire est présidée par le président de la Cour suprême lorsqu'il s'agit d'un magistrat du siège. Et est présidée par le procureur général de la Cour suprême lorsqu'il s'agit d'un magistrat du parquet. Je ne suis ni magistrat du parquet, ni l'un ni l'autre, ni magistrat du siège. Donc, où est-ce que le procureur général a trouvé les ressorts pour présider un conseil disciplinaire me concernant? D'accord. Ok. Donc, ensuite,
Allez-y. Ensuite, vous savez, on a dénoncé le processus de nouvelle constitution. Mais ça a permis d'instruire le débat par rapport à ce processus-là. Nous avons dénoncé les inégalités. Mais une fois que la constitution entre en vigueur, mais elle s'applique immédiatement. Cette constitution-là dit clairement que toutes les lois qui ne sont pas conformes à elle sont caduques, ne peuvent pas s'appliquer. Il se trouve que la loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature est caduque par rapport même à sa composition. La Constitution a modifié sa composition. Elle doit être maintenant, ce conseil-là doit être composé maintenant pour moitié de gens qui sont d'autres corps que le corps de la pour dire que c'est irrégulièrement constitué de toutes les façons. Absolument. D'accord. Non, même dans sa composition. Ok, on va évoluer. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on va vous redonner la parole, s'il vous plaît. Mais déjà, leçon de démocratie et de déontologie au temple de la discipline, c'est le titre de votre nouveau livre que vous venez de publier après toutes ces péripéties-là. Justement judiciaire. Déjà, pourquoi le choix de ce titre? Le choix de ce titre, justement, parce que le livre est intimement lié, justement, à cette procédure. Le livre, on peut le montrer à nos téléspectateurs, s'il vous plaît. Le livre est intimement lié. Je veux dire que c'est toutes ces péripéties-là qui vous ont inspiré un livre. À cette procédure. Hein? Parce que d'abord, la première partie du livre Oui. est consacrée aux exceptions préalables et aux exceptions préjudicielles. Donc, tout ça pour dire que cette procédure-là est engagée par des intervenants incompétents qui ont pris des actes qui ne peuvent pas prospérer, donc c'est des actes qui sont des actes nuls. Et il y a la question de la révocation et de la récusation de beaucoup de membres, notamment les membres élus du Conseil supérieur de la magistrature, qui, dans cette histoire-là, étaient même nos adversaires par rapport au processus de nouvelle constitution. Parce qu'ils sont partis à la rencontre du président de la transition et ils ont dit ce jour-là que toute la magistrature soutient le projet de constitution. Et ça, c'est quand même des affirmations erronées. C'est pas vrai. Parce qu'au moins nous, on n'était pas pour. Tout le monde a vu la déclaration du Silima également, du 1er mars 2023, qui n'était pas aussi d'accord. Donc, allez dire que toute la magistrature soutenait ce projet, pourtant un projet qui était en train de rabaisser l'indépendance de la magistrature, puisque désormais, dans la Constitution, ce n'est pas le magistrat, l'indépendance du magistrat qui est garantie, mais c'est l'indépendance de seulement le juge qui est garantie. Donc, ils se sont trouvés à ce niveau-là. Ils n'étaient pas seuls dans cette posture à dire qu'ils soutenaient le projet de constitution. Donc, ils étaient aussi avec des partis politiques, ils étaient avec des organisations de la société civile. Tout comme nous, on était de l'autre côté pour dire qu'on s'opposait justement à cela, nous en tant que magistrats, parce que tout simplement, le projet portait atteinte à l'indépendance de la magistrature, que tout magistrat est appelé à défendre en tout lieu et en toutes circonstances. D'accord. Allez-y, Abdraman. Oui, effectivement, nous comprenons qu'en réalité, ce sont ces Il épisodes-là. Il n'y a pas que ça. Ce sont ces épisodes-là qui vous ont inspiré principalement ce livre. Mais je constate que Temple de la discipline est écrit entre guillemets. Oui, justement, c'est pourquoi j'ai dit, j'évoquais tantôt l'irrégularité. Le Conseil supérieur de la magistrature généralement est le creuset. Normalement, c'est le creuset de la question de discipline. C'est le creuset de la déontologie. Nous, nos textes sont inspirés, pour ne pas dire, on a plagié les textes, partiellement les textes en France. Mais en France, ils ont continué à travailler sur leurs textes. Là-bas, le Conseil supérieur de la magistrature même dispense la déontologie aux magistrats. Mais chez nous, depuis plus de 20 ans maintenant, sinon en tout cas exactement 20 ans, on n'a rien fait. On n'a pas travaillé. Oui. Au point que, jusqu'à aujourd'hui, au Conseil supérieur de la magistrature, il continue de revendiquer seulement le règlement intérieur. Oui, est-ce qu'on peut en déduire qu'en réalité, le problème de la justice malienne est un problème déontologique? Aujourd'hui, on peut le dire de cette façon. Vous qui avez travaillé dans la justice pendant combien d'années? Plus de 20 ans. Si ce n'est pas un problème disciplinaire, puisque on vous a imposé une procédure disciplinaire injuste, mais que
la déontologie quand même est en cause. Et que fait partie La des mots de la... La déontologie est en cause. C'est pourquoi d'ailleurs, quelque part le livre, je n'en connais pas un précédent. Peut-être il peut exister, mais moi je n'en connais pas. Oui. C'est pourquoi ça ne devrait pas seulement me servir. Ça devrait aussi servir à mes collègues, aux acteurs de la justice, aux nombreux étudiants. Et il fallait que cela vous arrive pour que vraiment vous pensez à écrire un livre de déontologie, ou bien c'est quelque chose qui vous a toujours inspiré, vous l'avez toujours été témoin des manquements à la déontologie. J'étais déjà sur un autre livre qui n'était pas sur la déontologie, mais j'étais déjà sur un livre qui va encore me prendre du temps. Mais ce livre-là, je l'ai écrit en une dizaine de jours. Donc c'est les circonstances qui ont fait que ce livre est né. Et il y a ce rapport tout aussi illégal. Et le rapport, lorsque un magistrat est mis en cause, il y a un rapport qui est dressé au niveau du Conseil de la magistrature. Donc ce rapport aussi, tout aussi illégal, a fait des allégations me concernant. Donc le livre dissèque tout le rapport point par point. Le rapport est démoli à travers le livre. Et dans ça, vous allez voir tout ce qui est actuel au niveau de la justice aujourd'hui. Avec des exemples. Est-ce qu'on serait un peu injuste de dire que ce livre est un plaidoyer pro domo de son auteur? Quel plaidoyer? C'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas, c'est loin d'être un plaidoyer. Le livre, c'est ce que j'ai dit. Et le livre est anthologique en ce que ça porte justement sur ces questions-là. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la démocratie n'est pas en souffrance dans notre pays aujourd'hui? On en viendra. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les droits humains ne sont pas en souffrance dans notre pays aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la justice fonctionne bien dans notre pays? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les procédures... Mais tous ces mots n'ont pas commencé avec vous, avec vos livres. C'est ça le problème. C'est pourquoi on parle de plaidoyer pro domo. Oui. Tous ces mots-là, ce sont des mots... Ça ne peut pas être un plaidoyer. Parce que... Il y a... Mais ce sont des mots qui ont tout longtemps... Que les gens... Il y a eu même... si j'ai bonne mémoire, il y a eu même les journées nationales sur la justice en prélude au grand débat qu'il y a eu sur le Mali à l'époque et autres là. Il y a eu tellement de choses. On a mis le plan décennal de développement dessus à cause de tous ces problèmes-là. Mais pourquoi il fallait que cela vous arrive pour déclencher le débat sur la... Monsieur, le débat sur la déontologie n'est pas un débat qui date d'aujourd'hui. C'est ce qu'on veut savoir effectivement. Vous n'êtes pas un néophyte en la matière pour savoir que je suis quand même dans les médias constamment. Les journées de concertation nationale sur la justice. Pour expliquer. Non, pas dans un cadre aussi formel. D'accord, allez-y. Monsieur Diarra, vous pouvez réfuter ce qu'il a dit, mais dans les faits, c'est un livre pro domo. Un livre pro domo parce que ça va d'une expérience, d'un vécu. Et... Est-ce que vous êtes en train de juger de l'objectivité? Non, je n'ai même pas lu ça, ça ne serait pas responsable de ma part de l'objectivité. Les arguments qu'il a toujours développés ne s'écartent pas de l'objectif, très sérieusement. Allez-y. Oui. Les motivations sont autre chose. Dans le livre, parce que depuis le début de la procédure, vous avez tout dénoncé, tout est illégal, tout est illégitime, tout est vicié. Est-ce que dans le livre, vous parlez seulement de procédures irrégulières, illégitimes? Est-ce que vous ne publiez pas parce que vous dites que les étudiants, et pour tout le monde, tout ça là, est-ce que vous publiez les arrêts de la Cour suprême, du Conseil de la discipline, ce qu'ils ont dit qui ont motivé votre radiation? Est-ce que tout cela aussi est expliqué dans le livre? En annexe peut-être. Non, pas en annexe. C'est ce que je vous dis. Oui. La décision est basée sur... de A à Z, quoi. Écoutez, la décision est quand même basée sur des faits qui sont allégués dans un rapport. Le rapport est passé au peigne fin dans le livre. Chaque élément, chaque aspect constitue des questions de droit qui sont débattues. Donc, nous donnons ce que nous pensons être la solution par rapport à ces questions de droit. Et avec des éléments. L'intérêt du livre, c'est que ça porte sur des faits réels et des faits qui se passent actuellement.
C'est ce qui manque dans nos pays. Parce que quand des sujets sont en cours, les gens n'ont même pas la pertinence d'écrire en ce moment. Donc, c'est l'occasion, c'est un défi lancé aux ministres et aux magistrats pour apporter la contradiction s'ils ont des arguments juridiques par rapport. Nous ne sommes pas dans des épreuves de force. Celui qui veut contredire le défi n'est pas de force, défi est intellectuel, monsieur le juge. Quand on écrit, monsieur le juge, quand on écrit, le défi est aussi intellectuel. Quand on écrit, monsieur, ce n'est pas des questions de personnes qui m'inspirent. Je suis sur des principes. Quand on écrit, on est ouvert à tout ce qui peut contredire. Oui. Donc, c'est cela, l'intérêt d'écrire. Moi, je lance cet appel-là. Si vraiment de l'autre côté, il y a des arguments juridiques pour dire le contraire de ce que vous avez allez-y, Abdraman. Ils ont les champs. Et quelles sont les leçons de démocratie que vous donnez? On sait que vous êtes vraiment versé, vous êtes à cheval sur la démocratie pour avoir été vraiment au premier plan de la lutte pour des élections transparentes dans ce pays en tant qu'acteur de l'observation des élections. Je suppose que c'est dans ce sens-là que vous abordez les questions de démocratie. Quelles sont les leçons de démocratie que... Monsieur, la démocratie repose sur des principes. La démocratie, c'est tout ce qui caractérise notre République, la République du Mali. C'est dans la Constitution, notre démocratie est organisée là-bas. La démocratie, c'est d'abord la séparation des pouvoirs. Est-ce que vous sentez aujourd'hui que cette séparation des pouvoirs est actée dans notre pays, est en marche dans notre pays? Nous parlons de cela. La séparation des pouvoirs, elle n'est pas nette aujourd'hui en République du Mali. C'est un aspect. Est-ce qu'elle l'était hier, avant l'avènement de cette transition? Est-ce qu'elle l'était plus qu'aujourd'hui? Elle était plus hier qu'aujourd'hui. Je pense qu'on a eu l'occasion en divers débats de dénoncer. S'il y avait toujours, en tout cas le monde des magistrats n'était pas toujours très satisfait de l'État et de son indépendance, de la séparation des pouvoirs, aujourd'hui c'est pire. Aujourd'hui c'est pire et des procédures ont démontré cet état de fait. Des procédures qui ont même cours en ce moment. Et même les procédures nous concernant ont étayé davantage ce fait-là de collision, notamment entre les autorités politiques et les acteurs de la justice. Donc, il n'y a pas que ça. La démocratie est assise aujourd'hui sur le respect des droits humains. Et c'est pourquoi le titre premier de notre Constitution, tous les premiers articles... Des droits individuels même. Non, c'est pas que c'est des droits publics, collectifs ou individuels. Hein? Donc, qui sont aujourd'hui restreints. Il y a beaucoup d'atteintes à ces droits et libertés aujourd'hui. Tout ça, c'est évoqué. Vous pouvez nous citer quelques-unes de ces atteintes dont il s'agit? D'abord, il y a la liberté d'expression. Il y a la liberté d'expression et qui nous a valu d'ailleurs cette procédure-là. On s'est exprimé par rapport à un processus de constitution. Et vous-même, vous faites partie des gens qui nous ont qualifiés de politiques, alors que la question de constitution est la constitution fondamentalement est la question fondamentalement nationale. Tout citoyen a le droit de s'exprimer par rapport à la question de la Constitution. Ce n'est pas que la Constitution. Avant la Constitution, il y avait des choses. Il ne faut pas réduire ce qui a conduit à votre orientation. À ça. Les faits évoqués sont par rapport à ça. Les faits à nous reprocher sont par rapport à ça. La bataille de la Constitution, M. Diarra, vous l'avez perdue, puisqu'il y a une nouvelle Constitution. Une nouvelle Constitution, mais vous venez de reprocher à cette nouvelle Constitution de n'être pas appliquée, y compris pour votre cas. Parce qu'il y a une nouvelle configuration du Conseil supérieur de la magistrature qui n'est pas respectée pour votre cas. Est-ce qu'on peut en déduire aujourd'hui que la nouvelle Constitution, à peine votée, est déjà suspendue, puisqu'elle n'est pas appliquée? Pas qu'elle est suspendue. Qui suspend la Constitution? Non, de fait. Je veux parler d'une suspension. Dans la réalité. Elle n'est pas suspendue.
En tout cas, elle n'est pas appliquée. Elle est plutôt violée. Oui. Elle est plutôt violée. Pas de loi Et puis, pour ça. dire qu'on a perdu la bataille de la Constitution, moi je ne pense pas. C'est ce que je disais tantôt, qu'on a... La Constitution a été votée. On a imposé Alors que le vous, débat. vous étiez contre le référendum, vous étiez du camp du non. non. Pas du tout. Pas du tout. Nous, on a dit que c'est le processus même qui est illégal. Le processus violet. C'est pour cela que vous étiez pour non. Le processus violet. Non. On n'est pas forcément pour non ou oui. Monsieur Diarra, je vous ai aperçu à la proclamation des résultats du référendum, vous-même. Monsieur, Vous étiez là puisque vous défendez l'autre camp. Le camp qui est contre. parce que tout simplement, Il avait introduit un recours. moi j'ai fait un recours. Oui. Ah, personnel. En tant Oui. que citoyen, justement, Oui. j'ai fait un recours. Et ça, c'est admis. J'ai fait un recours. C'est pour vous dire que je suis légaliste jusqu'au bout des ouais. ongles. J'ai fait un recours pour dénoncer l'illégalité devant l'organe, justement, qui est juge de cette question-là, la Cour constitutionnelle. Donc, c'est la Cour qui m'a invité à la proclamation des résultats. Hein? Et donc, pour dire que on est légaliste, parce que si la Constitution a été votée, qu'est-ce que vous voudrez qu'on fasse par rapport à ça? On l'accepte en ce moment. Mais il faut qu'elle s'applique. Voter, promulguer. Absolument. La Constitution est promulguée, Mais elle n'est pas appliquée. s'applique à tous les citoyens, Mais y compris nous. C'est ça, selon votre juridiction, elle est violée. Mais Comme elle cohabite encore avec une charte. Est-ce qu'on peut parler de violation? cette Constitution ne peut même pas cohabiter avec une charte, parce que la charte de la transition parle nommément de la Constitution de 1992, du 25 février 1992. c'est vrai. Elle n'évoque pas. Donc la charte est caduque, vous voulez dire. Ah, donc Mais donc la tous charte les n'a pas actes, sa place donc tous les dans actes, la République gérée par la Constitution de juillet 2023. donc tous les Il n'a actes, pas sa place. donc tous les actes, vous voulez dire que tous les actes administratifs où on vise la charte aujourd'hui, à partir du vote de la Constitution et de la promulgation de l'actuelle Constitution, sont des actes illégaux. Monsieur, je vous dis que... Il y a quand même les dispositions transitoires dans la nouvelle constitution. Qui disent quoi? Qui disent quoi? Ces dispositions transitoires gèrent le pays avant l'installation des nouvelles autorités. Quelle disposition transitoire? Vous avez vu qu'on parle de charte dans la Constitution? On ne parle pas de charte dans la Constitution. Et c'est ce que je vous dis. La Constitution, mieux, elle dit que toute loi qui n'est pas conforme à elle est caduque. Ou toute loi qui fait l'objet de suppression express. Hein? C'est suffisamment clair. Donc, c'est pourquoi on vous dit qu'en matière de transition, il faut faire énormément attention. La transition, c'est une période, Ouais, qui ne doit pas durer longtemps. c'est une collation. Oui. C'est-à-dire c'est une période où on doit privilégier le consensus. Vous ne pouvez pas. Vous avez vu qu'il y avait le débat au départ entre la Constitution et la Charte. Qu'est-ce qui était supérieur? Vous avez vu que cette question a été vite tranchée. La Constitution est remontée en haut. Parce que une charte élaborée, votée par quelques individus, comment cette charte-là peut s'opposer à une Constitution adoptée par le référendum? C'est inadmissible. Oui, monsieur le juge. Donc, en période de transition, Oui. il faut privilégier le consensus. Il faut éviter les bras de fer, surtout les bras de fer d'ordre juridique ou judiciaire. Oui, monsieur le juge. Chana, vous êtes en train de poser votre dernière question. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques leçons de démocratie et de déontologie que vous administrez au temple de la discipline, c'est-à-dire le Conseil supérieur de la magistrature, que vous ironisez comme étant le temple de la discipline? Est-ce que vous pouvez nous citer quelques leçons de démocratie et de déontologie que vous les rappelez? Parce que le Conseil supérieur de la discipline, qui par ironie vous appelez De la le magistrature, temple hein. de la magistrature, qui par ironie vous appelez temple de la discipline, piétine la démocratie et les règles déontologiques. La déontologie, d'abord, ça commence par ce que j'appelle la mère des règles déontologiques. C'est l'indépendance de la justice. Cette indépendance m'est particulièrement chère et s'est développée. Il y a un recueil, comme je l'ai dit tantôt. Et nous, on n'a pas innové pendant 20 ans. On
on a plagié des textes chez d'autres. On n'a pas évolué. Mais ceux-ci ont travaillé continuellement. Et c'est même une commission du Conseil supérieur de la magistrature en France qui a fait un recueil des règles déontologiques qui vont de l'indépendance de la justice à l'impartialité, au respect dû à ses collègues et même aux justiciables, à l'intégrité, au devoir de réserve, à tout ce qu'on peut imaginer comme règle d'ordre déontologique. Et puis, il faut savoir que la déontologie, elle n'est pas pour sanctionner surtout, elle est pour assurer l'indépendance de la justice et surtout son efficacité. Parce que la déontologie permet aux juges d'être exemplaires. C'est aussi la conduite, effectivement, de la voilà. juge. Si la non-observation de la déontologie peut absolument amener à des sanctions. Oui, mais le fondamental, ce n'est pas la sanction qui est visée. C'est d'abord avoir des magistrats imbus des règles déontologiques. Donc, nous, on n'a pas enseigné. On n'a pas enseigné. On n'a pas travaillé dans ce cadre-là. C'est pourquoi je disais tantôt que, au lieu que le Conseil supérieur de la magistrature travaille surtout sur des questions d'indépendance, qui est sa raison fondamentale d'être, et parle surtout des mutations. Et aujourd'hui, de règlement intérieur après 20 ans d'existence. Allez-y, Abdran, pour la dernière question. La dernière question, moi, je voudrais surtout ramener ça à l'actualité. Allez-y. Vous avez suivi, moi, j'interpelle plutôt l'expertise de l'acteur électoral que vous avez été. On vient de nous annoncer que le Mali a réussi à avoir vraiment ces données sur lesquelles devrait se baser le futur fichier électoral. Oui. Et par des moyens qui n'ont pas été du tout cachés par les autorités. Ils ont dit clairement que ces données-là ont été récupérées, piratées. Est-ce que piraté, récupéré, hein? Ils ont dit même piraté. Okay. Piraté a été piratage. Non, est-ce que c'est pas les autorités qui l'ont, oui. Si, ils ont entendez-vous là-dessus avant de me poser la question. Partout, j'ai entendu qu'on leur en veut d'avoir utilisé même le mot piraté. Donc, en tout cas, dans le sens, c'est ça, c'est un peu ça. Est-ce que cela rassure en tant qu'acteur électoral par rapport au futur fichier? Est-ce que le lecteur aujourd'hui et les acteurs électoraux, les protagonistes du jeu électoral peuvent être rassurés par rapport à des données susceptibles d'être récupérées de cette façon? J'avoue que de ma petite expérience, comme vous l'avez si bien dit, en matière électorale, toutes les étapes sont décisives dans un processus électoral. À commencer justement par le fichier. Le fichier, et vous savez que la question par rapport au fichier a toujours été d'actualité dans notre pays. Un fichier fiable. Mais si les fondements d'un fichier suscitent tant de polémiques, il y a lieu de craindre. Il y a lieu de craindre parce que tout ce que vous venez de dire, les terminologies utilisées peuvent être de manière à ne pas rassurer les acteurs. Est-ce qu'on n'a pas la polémique derrière nous maintenant avec ce nouveau fichier? Mais c'est l'avènement de ce fichier justement qui fait l'objet. Ouais. Mais si nous on peut pirater, d'autres aussi peuvent nous pirater. D'autres peuvent nous pirater. Et ceux qui ont piraté peuvent être utilisés. Surtout que c'est conflictuel. Pour pirater, au dépend de ceux qui ont ce n'est pas rassurant. Mais tout cela c'est pour les élections. Et vous avez vu, nous, qu'est-ce qu'on nous a reproché? Parce qu'on a dit que le processus de nouvelle constitution n'était pas légal. Et on l'a étalé. Tout le monde s'en est convaincu. Deuxième objectif de l'appel, c'était de respecter le délai de la transition, tel que indiqué par les autorités de la transition. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Il a fallu 5 à 6 mois seulement pour que cette échéance se voie repoussée, s'inédier. Mais les Maliens doivent comprendre aujourd'hui que nous avions raison de nous inquiéter de ce respect-là. Et aujourd'hui, on n'en parle pas. Alors qu'on est à, normalement, environ un mois de la fin de la transition. Ce sujet
semble ne pas occuper le devant de la scène. On parle d'autre chose aujourd'hui. Alors que dans l'immédiat, quand même, c'est la fin de la transition qui est annoncée. Je pense que ceci doit interpeller. Il n'y a pas de fin. Ceci doit interpeller. D'accord. Est-ce que l'appel du 20 février peut-être va poser des actions dans ce sens aussi? Je ne sais pas si l'appel du 20 février, mais l'appel du 20 février a déjà quand même fait l'essentiel, parce qu'il a alerté surtout les Maliens pour leur dire que si on ne respecte pas les lois, les engagements, parce que c'est par un décret que la fin de la transition a été fixée, oui. Si on ne respecte pas nos engagements, mais ça nous met au devant des problèmes, souvent des problèmes qui peuvent même s'avérer insurmontables. Aujourd'hui, on ne parle pas de cette fin de transition, alors que c'est ce qui est immédiatement, qui est l'étape qui se présente à nous. Nous sommes malheureusement au terme des débats pour le compte de cette audience. À présent, la Cour va se retirer pour procéder à la délibération. Abdraman? Oui, bon. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous avons eu plus affaire à l'écrivain. Et l'écrivain de surcroît qui a un livre qui lui a été inspiré par ses expériences personnelles, par son vécu personnel, par ses amertumes, c'est clair, par une traversée du désert qu'il a connue ces derniers temps. Et autres, et cela peut paraître un peu un livre, comme on l'a si bien dit ici, le plaidoyer pro domo. Mais cela ne lui enlève pas vraiment sa pertinence, à ce que je sache très sérieusement, puisque le contenu peut vraiment servir, comme il l'a dit, aux usagers du droit dans l'histoire. Mais ce qui m'a beaucoup plus impressionné, c'est la constance de notre... par rapport à toutes ces positions-là. Malgré tout ce qu'il connaît, qu'il a connu comme aventure, malgré les difficultés qu'il continue de traverser dans une procédure qui n'est pas encore terminée, il reste le même. Et je pense que cela fait partie, Monsieur le Président, des critères essentiels de notre délibération. Et vraiment, à la pertinence du sujet qu'il évoque ici s'ajoute sa constance, son courage encore qui lui est resté intact malgré tout. Et on a le choix, je pense, de le libérer de tous les liens. Chana. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je retrouve ce soir Dramane Diarra, l'écrivain. Et ce qui a retenu mon attention, qui a fait même que j'ai eu de l'admiration pour lui, c'est son courage, son engagement, sa combativité. Parce qu'il croit dur comme fer que tous les actes posés par le ministère de la Justice, par notre justice, par le Conseil supérieur de la justice sont des actes illégaux. Il l'assume, il le dit haut et fort, il l'écrit dans un livre. Pour ceux qui le concernent, hein? Bien sûr, bien sûr. Peut-être que c'est le même cas pour d'autres qui n'ont pas cette occasion de s'exprimer. Mais lui, un intellectuel magistrat à la plume alerte, il va dans la plaidoirie pro domo, qu'il l'accepte ou non. C'est une plaidoirie pro domo en bon français. C'est une plaidoirie pro domo. Et comme Abdraman l'a dit, ça n'enlève en rien, vraiment au livre, sa pertinence. J'admire ce courage-là. Parce que nous sommes dans un pays où les hommes politiques, où les gens n'ont pas de conviction profonde, où les gens sont des opportunistes, où les gens négocient monnaie, certaines situations, où vont pleurnicher pour que cela n'arrive pas. L'accusé n'est pas politique. Mais comment? L'accusé n'est pas politique. Je n'ai pas parlé de politique. J'ai dit certains. Nous sommes dans un pays où des hommes, des politiques, ils pleurnichent, ils négocient des choses. Mais lui, avec dignité, il faut le dire, il fait face à la justice. Avec dignité, il fait face à cette force publique pour montrer, pour prouver
que tout ce qu'on lui reproche est basé sur du faux. Je pense que c'est à son avantage. Donc on ne peut pas le condamner aujourd'hui, Monsieur le Président. On ne peut pas le condamner parce que c'est un exemple de courage, d'abnégation, d'engagement. Nous avons besoin des jeunes engagés, courageux. Ce n'est pas par rapport à lui seul, c'est-à-dire c'est un exemple qu'il donne. Oui. Mais moi, en tant que son aîné, je peux l'appeler jeune. Oui. Et je le répète, pour moi, il est jeune. Parce qu'il est jeune par rapport à moi. Oui. Monsieur le Président, Oui. libérez-le. Au bénéfice de ces deux réquisitoires largement favorables à notre accusé, je n'ai aucune difficulté ce soir pour libérer l'accusé. Tu ne nous as jamais dit que tu avais une difficulté purement et simplement derrière de l'accusation. Par conséquent, M. Diarra, vous êtes acquitté. Un dernier mot. Bon, je vous remercie beaucoup. Et je vous félicite pour la qualité des questions, même si j'aurais souhaité que le débat porte entièrement et exclusivement sur les livres. Ce n'est que partie remise. Vous avez l'eau à la bouche. Je crois que surtout Chiana, dès demain, il va aller chercher un exemplaire. Il faut m'envoyer mon exemplaire. Donc, je suis vraiment ravi de cet acquittement. Et s'il y a un appel que je voudrais bien lancer en ce moment, c'est surtout aux acteurs de la justice. Parce que dans les questionnements, on n'a pas eu suffisamment de temps pour situer toutes les responsabilités. Mais tout ce qui vient à la justice par des pressions, par des influences, c'est à la justice de résister, de réfuter ces pressions d'où qu'elles viennent. Donc, par là, je ne peux accuser que des acteurs de la justice qui permettent d'être influencés, qui se soumettent au diktat des autorités politiques. Donc, d'où l'intérêt de la question déontologique. Le magistrat imbu de son indépendance, imbu de son impartialité, n'admet pas être influencé. Il ne lui appartient pas de vouloir plaire. Il ne lui appartient pas de vouloir déplaire. Il lui appartient de prendre sa responsabilité et toute sa responsabilité. Et je crois que c'est ce qui manque encore à notre justice. Et je voudrais que la justice évolue véritablement vers ce état de paix. Et se remettre en cause. C'est sur cette note que prend fin ce numéro de votre émission. Le grand jury qui recevait comme invité M. Dramane Diarra, fraîchement auteur de ce livre, Leçons de démocratie.